Bonjour à toutes et à tous, Florian, 26 ans, militant à SOS Racisme. Donc, honnêtement, je ne pensais pas que j'aurais pu être attiré par ce projet au début parce que je pensais que ça allait trop tourner en fait, sur la question juive. Je me demandais en fait où était ma place. Ce qu'il y a, c'est qu'à la première édition, j'y ai participé en tant qu'organisateur. Donc, j'ai participé à l'étape de Toulouse, qui est une des premières étapes justement, et j'ai assisté en fait au débat. Et à ma grande surprise, hein, je me suis vraiment retrouvé dans ce qui se disait. Tout simplement parce qu'on ne parlait pas de juifs ou d'arabes, en fait, on parlait d'identité, tout simplement. Et moi-même, en fait, j'avais des choses à extérioriser sur mon identité. J'ai pu voir, en fait, en quoi, en fait, le parcours de ses parents peut nous influencer nous-mêmes dans notre construction. En fait, par rapport au parcours de nos parents, on a deux choix. Soit on adhère totalement et on suit le même modèle, soit on se construit en opposition aussi. Et il faut beaucoup de courage pour se construire en opposition. Je vais vous raconter une histoire pour que ce soit plus parlant. Par rapport à mon histoire, tout simplement. Donc, moi, mon père, en fait, est tchadien. Donc, il a vécu à Koumra, donc c'est un petit village très reculé, donc vraiment pas de médiatisation de ce qui se passe là-bas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vécu à l'époque où il y a eu un coup d'État. Donc, le Tchad, en fait, était un pays à majorité chrétienne. Et dans ce coup d'État, le nouveau dirigeant avait comme plan, en fait, d'assister certains groupes terroristes, justement, à l'intérieur du Tchad, ce qui fait qu'il y a eu des guerres de religion, en fait. Et que mon père, lui, qui se situe à Koumra, il l'a suivi de plein fouet, parce qu'un jour, ils ont attaqué son village. Donc, en tuant tous les fidèles, en fait, au christianisme, et en laissant la possibilité aux plus jeunes soit de se convertir, soit d'être tués. Donc, mon père est encore en vie, donc vous comprendrez que forcément il s'est converti. C'est une étape de sa vie qui l'a beaucoup marqué, justement parce qu'il a été obligé de suivre une religion en fait, dans laquelle il ne se retrouvait pas. Et suite à cela, donc il est devenu complètement athée, enfin même athéiste, je veux dire, parce qu'il avait un rejet de toute religion. Lui qui était vraiment très pieux sur ce point, il a décidé en fait de tout arrêter sur ce point. Et il avait en particulier une haine en fait de l'islam, je peux le dire, parce que j'ai entendu des propos de sa part qui n'ont pas plu. Je n'étais pas à l'aise pour le dire avant, je n'étais vraiment pas à l'aise de le dire. Et voilà que mon père tienne des propos islamophobes, forcément, ça me posait problème parce que moi-même je côtoyais en fait beaucoup d'arabes et de musulmans et ça ne me plaisait pas du tout. Et dans notre culture, on n'a pas tendance à s'opposer à nos parents. C'est compliqué en fait de tout simplement débattre avec son père. D'habitude, on n'est pas, et voilà, en fait, à un moment, j'ai grandi. Il me parle une énième fois en fait de propos. C'était à quelle époque? C'était à l'époque de l'attentat de Montréal en plus. Et une nouvelle fois, en fait, il fait l'amalgame. C'était l'amalgame de trop pour moi, en fait. Tout de suite, je me suis opposé à lui. C'était compliqué parce que dès que j'ai fait, je me suis senti soulagé, mais en même temps, je me sentais pas bien parce que j'ai franchi un pas. Dans certaines cultures, c'est dur de s'opposer à son père. Donc j'ai franchi un pas. Le lendemain, je ne savais pas trop en fait comment il allait réagir. Et en fait, j'ai compris que lui-même, il allait un peu, comment dire, il s'adaptait aussi à ce que je disais maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il ne pouvait pas impunément avoir des propos islamophobes parce que je le rappelle toujours à l'ordre. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a libéré. C'était aussi compliqué parce que je me dis que lui, en fait, il a vécu un traumatisme. Moi, j'ai jamais eu d'arme braquée sur ma tempe. Je ne sais pas ce que ça fait. Je me demandais aussi, est-ce que lui aussi, il avait pas ses raisons? Et en fait, j'ai compris que non, il a pas raison, mais il a été prisonnier en fait d'un traumatisme, voilà, et que tout simplement, le fait qu'il ait subi
ce massacre, en fait, ça l'a transformé. J'ai appris aussi avec, grâce à Nourdine d'ailleurs, un concept de résilience. En fait, c'est le fait pour chacun, une personne en fait, qui a subi un traumatisme, de pouvoir en fait, se remettre de ce traumatisme et de faire quelque chose de constructif avec. Donc, j'attendais pas spécialement au contraire qu'il le fasse. C'est quelque chose que je m'impose. Ce terme de résilience, il me plaît beaucoup parce que c'est simplement le fait de pouvoir convertir des énergies négatives, voilà, pour en quelque chose de positif. Donc, je me suis complètement retrouvé dans ça quand on est parti à l'étape de Toulouse, justement. C'était compliqué parce qu'à un moment, en fait, on a évoqué l'attentat de Mohamed Merah. Et là, il y a eu un silence glaçant. Je veux dire, c'est encore très perceptible, ça a laissé des séquelles. Voilà, et dès qu'on en parle, les gens ont peur, tout simplement. Et ça a quand même été un soulagement pour beaucoup. Comme vient de le rappeler, il y a plusieurs personnes en fait, qui étaient venues. Je les ai vus remercier, Sacha, voilà, tous les intervenants. Et je me suis dit, juste en racontant une partie de soi, on peut aider beaucoup de gens. Et moi-même, au fur et à mesure des étapes, moi aussi, en fait, j'ai participé au débat. Alors j'étais organisateur, mais c'est quelque chose aussi qui m'a libéré et qui m'a permis moi-même, en fait, de pouvoir en parler, tout simplement. Parce que, comme il y a un intervenant qui disait, ça soulage de parler de soi aussi. Et maintenant, je peux en parler, en fait, sans problème, avec assez de recul. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et c'est pour ça que je suis là, je suis ni juif, ni arabe, parce qu'on peut tous se reconnaître, en fait, dans ce projet. Moi, c'est ça qui m'a plu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rama, j'ai 25 ans, je suis à Bordeaux. Je vais essayer d'être aussi généreuse qu'on me l'a tellement enseigné. Je vais être généreuse. Alors moi c'est Rama, je suis née le 25 septembre 1994 à Bordeaux. Donc je suis une fille. Mes deux parents sont sénégalais, ils sont tous deux nés au Sénégal. Mon père est venu en France au milieu des années 80 et ma mère l'a rejoint un peu plus tard, au début des années 90. Donc moi, je suis française avec des origines sénégalaises. À l'âge de 6 ans, j'ai découvert que j'étais noire. Pourquoi? Comment? À l'école maternelle et à l'école primaire, les élèves avaient tendance à me mettre de côté, à me rejeter, parce que leurs parents leur disaient que être ami avec une personne noire, ce n'était pas forcément quelque chose de positif. Parce que les noirs, bien sûr, dans l'imaginaire collectif, on est vu comme des personnes sales, comme des personnes voleurs, etc. Ouais, malheureusement. À ce moment-là, je me suis posé énormément de questions sur mon identité, je n'arrivais pas à comprendre qui j'étais réellement. En France, je n'ai jamais été vue et considérée comme étant une Française. Et quand je partais au Sénégal, j'étais une Française. J'étais tellement mal dans ce pays qu'à un moment donné, j'ai décidé de partir. À l'âge de 10 ans, j'ai demandé à mon père d'aller vivre au Sénégal. Pourquoi? Parce que je vivais vraiment mal le fait d'être rejetée constamment. Il faut dire que j'étais dans une école avec des personnes de milieux sociaux assez élevés. Donc déjà, il y avait une distance entre mon origine sociale de base et l'origine sociale de ces jeunes-là. Et en plus de ça, l'origine ethnique complètement différente. À partir de ce moment-là, j'ai demandé à mon père de quitter la France parce que je voulais avoir une expérience africaine. Donc je suis partie, il a accepté. Je suis partie pendant 1 an au Sénégal et pendant la période au Sénégal, j'ai été aussi mal que je l'étais en France. Parce qu'au Sénégal, j'étais, comme ils aiment bien dire, la Touba Bougnoul. Alors Touba Bougnoul, ça veut dire la blanche noire ou bien la sénégaloise. Plein de choses comme ça. Ça n'a pas été forcément une période dans ma vie extrêmement évidente, et quand je suis rentrée en France, rebelote, tu es noire, tu n'es pas française. Mais en fait, est-ce que je pourrais être les deux?
Est-ce que je peux être les deux? À un moment donné, et ça je remercie aussi, et je fais directement écho avec mon engagement associatif, et d'ailleurs cette histoire-là, elle est assez, on comprend très bien pourquoi je suis là aujourd'hui, je la trouve assez, c'est pas c'est assez clair pour moi. Est-ce que, au vu de mes origines, mon origine culturelle, ethnique et aussi ma nationalité, je peux être les deux? Oui, en fait. Je suis noire, je suis française, avec des parents d'origine sénégalaise. Et ça, c'est ma force. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. Et cette identité-là, et cette double identité, fait de moi celle que je suis, et fait de moi une personne aujourd'hui qui souhaite lutter contre les assignations identitaires. Parce que je ne suis pas que noire, je ne suis pas que française, je suis tout ça. C'est ça en fait. Aujourd'hui, mon engagement, il se lit comme ça. Je me suis engagée contre le racisme parce que j'en avais marre en fait de ne jamais me sentir à ma place. Quand je suis avec des Sénégalais, je serai toujours trop tout bas pour eux. Trop française, trop francisée, elle parle bien, elle fait trop la française. Et quand je suis avec des Français blancs, nuance, quand je suis avec des Français blancs, on va toujours chercher l'exotisme en moi. Oh là là, l'Afrique. D'accord, ouais. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'Afrique en moi, mais il y a beaucoup de France en moi. Et ces projets, pour moi, ont extrêmement du sens, car déjà, c'est intéressant, un peu comme toi, j'arrive à un peu exprimer aussi finalement qui je suis, et ce projet a du sens, car aujourd'hui, mon objectif principal, c'est de lutter contre ces assignations-là, parce qu'on peut être plein de choses. On est notre histoire, on est notre trajectoire. Mes parents sont venus là, ils m'ont enseigné leur culture, leur manière d'agir, même leur religion, etc. Et ici, à côté, j'étais confrontée aussi à la réalité du territoire français, avec les rencontres, mes amis, etc. Et tout ça pour dire que la France, c'est nous, en fait. La France, c'est nous dans notre métissage, dans nos cultures, dans nos identités, dans notre religion complètement différente. La France, c'est ça. Voilà. Donc, pour terminer par rapport à moi. Ensuite, par rapport. Alors, moi, je suis de Bordeaux. À Bordeaux, l'année dernière, on a reçu la délégation Salam Shalom Salut. Ça a été une très belle expérience. Et le deuxième jour, donc en fait, on a fait une soirée au boulevard des Potes. Et le lendemain, nous étions à Libourne, dans un lycée, auprès de première, et on a discuté autour du rapport juif arabe. Et là, très rapidement, des jeunes ont relevé le fait, pas forcément que des personnes d'origine juive arabe, le fait qu'eux-mêmes vivaient avec des conflits d'intérêts entre une identité construite et une identité subie, si je peux dire ça comme ça, une identité de fait. Et c'est là où on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui sort de ce projet, c'est vraiment, on se rend compte que réellement la narration et le récit de vie a un impact extrêmement fort. Les jeunes ont parlé. Et je vous dis, on en fait des interventions au milieu scolaire, et des fois, c'est très compliqué de faire sortir des mots de la bouche des enfants. Et là, à partir de ce moment-là, les jeunes se sont vraiment sentis libérés. Et comme tu l'as expliqué, beaucoup de gens sont venus nous voir à la fin pour nous dire merci. Et au-delà de ça, des jeunes sont venus nous voir et nous dire « mais moi aussi, je veux lutter. Moi aussi, je veux m'engager contre le racisme et les discriminations. » Parce que même moi, qui ne suis pas forcément la première ciblée et la première à avoir ce problème-là, en fait, ce problème, il touche ma société, il touche mon idéal, il touche mon meilleur pote. C'est ça le discours, et c'est ça le projet de Salam Shalom Salut. C'est ça le projet. La France, voilà. Je vais donner la parole à Safia, à Safia et Samuel qui ont tous les deux participé à la première édition du Tour de France. Mais avant, j'aimerais je vais juste citer tous les participants au projet. Et vous allez voir pourquoi. Grégory Abelli, Amel Beria, Mathilde Ansli, Nidal Saba, Kevin Cohen,
Jason Prescott, Jeanne Piquet, Johanna Caria, Tamara Maroc, Manabo Camara, André Josse, Elsa Elbaziz, Zacharias Kicker, Safia Iwarabi, Samuel Zenker, Florian Ribard, Ramatoulaye Diop, Kenzie Bourdouche, Gad Sadoun, Deborah Kessous, Joanne Cohen. C'est bon. Éric Zemmour ne doit pas être content. On soit tous ensemble pour lutter ensemble contre le racisme et l'antisémitisme. Il ne doit pas kiffer ça. Je donne la parole à... Non, ça ne fait pas très calendrier les questions tout ça. Bon, du coup, rebonjour à tous. Je m'appelle Safia, j'ai 18 ans. Je suis vice-présidente de la FIDEL, mais également militante chez SOS Racisme, et ça fait maintenant 1 an, presque plus de poil, donc ça fait tout drôle. C'est notamment grâce au projet Salam Shalom Salut que je suis rentrée dans la grande et chaleureuse maison qu'est SOS Racisme. Je me souviens de la toute première réunion d'accueil des militants, ils ont parlé de ce projet. Ça m'avait parlé parce que je me suis dit, mon histoire personnelle fait écho à ça, mais j'avais un récit personnel un peu en vrac, mais je me suis dit, on est dans une actualité qui bouillonne, qui fait mal, comme l'a très bien dit Dan. En fait, toute mon adolescence et toute notre adolescence, on n'a pas connu de vrai moment fraternel. On n'a pas connu une France où la fraternité et la sororité étaient de pair. C'est faux. Donc pour vous exposer un peu mon récit de vie, j'ai une mère qui est de culture juive marocaine et un père de culture arabo-musulmane algérienne. Je vous assure, ça va, tout se passe bien à la maison. Bon, ils sont divorcés, donc évidemment tout se passe bien. Et j'ai intégré ce projet parce que je me suis dit, j'ai un récit de vie à construire, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour tout le monde. On n'intègre pas Salam Shalom Salut pour soi, on intègre Salam Shalom Salut parce qu'on va trouver un groupe qui va nous aider à se construire pour pouvoir divulguer un message. Le but de divulguer un message, c'est qu'en fait, comme l'a très bien expliqué Dan au début, c'est qu'on a un discours qui nous a été volé, notamment par les extrêmes, par des pseudo-antiracistes, par l'extrême droite qui parle d'antisémitisme musulman. Évidemment, le but n'est pas de lutter contre l'antisémitisme, mais il y a bien musulman dedans. Donc se réapproprier un discours qui nous a été volé. En fait, en tant que jeunes, on voulait parler pour nous. C'est-à-dire, en fait, je vais parler pour moi, je vais réapproprier la parole dans toute la France, dans des écoles, dans des associations, auprès de n'importe quelle personne, de tout horizon social et de tout âge que ce soit, et c'était très important. Et au final, même si ce n'était pas toujours évident, on a eu l'impact espéré, si je puis dire. Donc c'est vrai qu'au départ, Salam Shalom Salut, c'était entre guillemets un groupe de juifs et d'arabes, mais on se rend compte que quand on allait sur le terrain, le public, c'était loin de là de n'être que des juifs et des arabes, et en fait, on parlait à ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'à travers 2 communautés qui sont ultra médiatisées et dont les ressentiments sont ultra médiatisés, parce que ce sont 2 communautés qui ont vécu une relation passionnelle au Maghreb, en France, mais aussi au Moyen-Orient, parce qu'il y a un conflit qui est exporté, parce que des personnes nous volent un discours, alors en fait, ça parle à tout le monde. Parce qu'on parlait d'abord d'identité, on parlait d'abord d'identité complexe, d'identité circulante, et c'est ce à quoi faisait référence Rama. Donc en fait, quand on arrive avec nos récits de vie, on arrive avec quelque chose qui est beau, mais qui est aussi empreint de quelque chose de très fort en fait. Enfin, un récit de vie, c'est une construction, et je me rappellerai toujours d'un moment formateur qu'on a eu, c'était à Nantes, il me semble, en juin, et je vais tenter de vous parler de cette étape parce qu'elle a été très marquante. C'était la dernière étape de la première édition de Salam Shalom Salut. On a rencontré, je ne sais plus comment on était dans la bibliothèque, une historienne, qui nous expliquait par exemple que le métissage c'était 1 plus 1 plus 1, etc. et c'est égal à 1. Et qu'en fait, dans tout le panel
que m'offre mon héritage, je vais simplement sélectionner certaines choses et je vais créer des choses et en fait, ça va être moi. Donc en fait, il faut penser universaliste. C'est-à-dire que parce que je suis juive, je ne vais pas penser comme ça. Parce que je suis arabe, je ne vais pas penser comme ça. Parce que on m'étiquette sur le front que je suis blanche, je ne vais pas penser comme ça. En fait, les assignations constantes, elles sont lourdes, elles sont pesantes et elles ont une logique profondément mortifère. Et si je pourrais revenir à l'intervention de Nance, c'était très marquant parce que c'était effectivement la dernière étape de la première édition et on n'avait pas encore évoqué le fait avec le reste du groupe que le groupe pouvait s'étendre et donner lieu à une deuxième édition. Donc c'est sûr qu'avec les projets, il y a toujours une certaine incertitude, mais il y a toujours un extrême potentiel. Et on avait rencontré un groupe de jeunes super intéressés. C'était pas évident. Ça avait donné lieu à un débat, à la confrontation, à des questions. Mais quand on vient nous dire à la fin qu'en fait c'était sympa de parler, de dialoguer, parce que quand on arrive et qu'on fait une intervention, on n'est pas des professeurs, hein. On arrive avec des récits de vie. En fait, du moment où on expose un récit de vie, une personne ne peut pas te dire oh, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Bah non, en fait, je te raconte comment je me suis construite. Et en fait, tu vas t'identifier et en fait, tu vas comprendre que ta manière de te construire, c'est tout à ton honneur. En fait, personne ne pourra t'assigner une façon de penser. Personne ne doit t'assigner une façon de te comporter, de te stigmatiser, etc. Et quand on a pu rencontrer ces jeunes qui nous ont dit écoutez, grâce à vous, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est la première fois que j'ai pu parler avec des juifs, par exemple, parce que oui, en fait, on vit dans une société où, malgré notre chère devise, en fait, il n'y a plus tellement de rencontres, où avec l'actualité, peut-être parler de communautarisme, au-delà du communautarisme, en fait, on est déjà une société qui ne se rencontre plus, parce qu'il y a des réalités socio-économiques, etc. Donc en fait, Salam Shalom Salut, c'est initier de la rencontre, parler de nos récits de vie, parce qu'on n'est pas de grands professeurs qui vont parler 3 heures de ce que c'est l'antiracisme et l'universalisme. En fait, on va faire passer un message parce qu'on vit, parce qu'on existe et qu'on a toute la légitimité d'exister ensemble. Bonjour, alors je m'appelle Samuel Saint-Pierre, du coup je suis président de la FIAE. D'ailleurs c'est mon tout grand nom, je connais Saint-Pierre, par hasard aussi un petit peu, et beaucoup plus grâce à Salam Shalom Salut. Effectivement, comme elle a dit, le premier tour a été très émouvant, dans le sens où j'ai pas fait beaucoup d'étapes, j'ai pas fait parce que je suis lycéen, voilà. Mais les 3 étapes que j'ai faites, Paris, Bordeaux et Strasbourg, ont été pour moi très marquantes. Je dois avouer que la plus marquante pour moi pour le premier tour a été Strasbourg, où j'ai découvert que les complexes identitaires étaient bien profonds en chacun de nous, qu'on peut le penser. Une dame, comme disait Isabelle Rama, qui disait que dans son pays natal, elle se sentait pas à son aise parce que ses origines prenaient le dessus pour les autres, et dans son pays d'origine, c'est ses origines natales qui revenaient. Ça peut faire mal, c'est quelque chose qui est très douloureux et qui demande beaucoup de réflexion sur soi-même pour comprendre qui on est au fond de nous et quelle est notre identité personnelle. Parce qu'au fond, un papier ne fait pas notre identité. Je pense plutôt que c'est ce qu'on a dans le cœur. Et quand je dis ce qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire que quand j'ai commencé cette formation, du coup, Salam Shalom Salut pour le 2e tour, j'ai découvert aussi que le complexe identitaire de chacun était tellement compliqué qu'il se rapportait à des conflits qu'on avait entre nous, sans aucune raison, qui peuvent être passionnels, qui peuvent être des préjugés, parce qu'on a tous des préjugés. La première étape pour ne pas avoir de préjugés, c'est avouer qu'on en a. On est tous dans un vivre ensemble communautaire, dans un sens large du terme, et c'est ça qu'il faut briser. C'est aussi ça le sens de Salam Shalom Salut pour moi. C'est que le complexe de Salam Shalom Salut, c'est que dans Salam Shalom Salut, il y a aussi salut. Et le salut ne s'arrête pas du coup qu'aux juifs et qu'aux arabes. Je pense que chaque complexe identitaire doit être combattu et peut être une souffrance pour chacun. C'est pour ça que quand on rentre dans une salle et quand je suis rentré pour expliquer mon histoire, parce qu'on s'est tous ouverts
aux autres et encore plus dans notre cercle pour comprendre qui nous sommes et comprendre l'importance du projet qu'on porte tous. Tous en chacun de nous, je pense, en tout cas, sur ce projet me tient à cœur. Et ben j'ai compris qu'en fait, chaque histoire porte quelque chose qui est bien plus douloureux qu'on peut penser. Et c'est pour ça que chaque histoire qui se rapporte apporte une nouvelle chose, une nouvelle compréhension de la chose. Et c'est ce que, je sais pas comment c'est compliqué d'imaginer à penser. Enfin, je sais pas si d'imaginer à penser. C'était plus simple quand on était un petit peu. Je vais faire court, je me suis ouvert et j'ai eu mal de m'ouvrir. Et en fait, ce cercle de confiance qu'on a instauré entre nous m'a apaisé. M'a apaisé dans le sens où mes propres complexes sont partagés, mais chaque propre complexe qu'on a en nous développe l'histoire de l'autre. Et c'est ça que je veux partager avec toutes les personnes que je veux rencontrer dans le cadre de ce projet. C'est comprendre que mon histoire influe celle de l'autre et peut influencer l'histoire de l'autre, la vie de l'autre. Et je vais arrêter, mais c'est ce que je voulais dire. Je vais donner la parole à Nourdine Speaker, qui est président de l'association Ballon pour la paix.